Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. 7h24 exactement dans les studios de votre radio Victoire FM, la 96.3. Ce matin, Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes et nous recevons pour ce premier numéro le grand citoyen d'État, analyste politique, Sir Adomayakpo, à qui je dis encore une fois bonjour. Rebonjour et permettez-moi encore de souhaiter une bonne et heureuse année à tous ceux qui nous écoutent et à toute la population togolaise. Que Dieu soit avec tout le monde. Santé, santé, santé. Merci beaucoup. Santé surtout. Et nos vœux réciproques à vous également. Merci. Alors, vous portez très bien. Apparemment, oui. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je tiens et tous les jours, je prie beaucoup. Et il y a quelque chose que je prie Dieu de retirer de mon environnement personnel et psychologique, c'est le mépris. Le mépris. Vous savez, c'est la pire des choses. Quand vous êtes victime de mépris, n'est-ce pas? Et que ce sentiment que l'être humain ne devrait pas normalement nourrir frappe son voisin, frappe son prochain. Je trouve que comme c'est une foudre de Jupiter que Dieu ne peut pas accepter. Autrement dit, cela déstabilise. Bien sûr, le mépriser. Mépriser quelqu'un, c'est-à-dire c'est lui disputer sa dignité d'homme, sa dignité d'être. Et je souhaite vraiment que cette nouvelle année qui commence, entre nous, citoyens du même pays, nous ayons un sentiment qui s'éloigne, qui s'écarte de ce sentiment vilain qui est le mépris. C'est mon vœu le plus cher pour ce pays. Voilà. Nous devions être capables de nous parler, même si nous n'avions pas les mêmes aspirations, les mêmes penchants politiques. Même si les gens sont aigris, parfois frustrés, peut-être à cause des situations difficiles, plus ou moins difficiles qu'ils traversent, ils doivent quand même s'abstenir de verser dans le mépris ou bien dans entendu. le fait de mépriser les autres. Et c'est souvent ceux qui sont en position de statut qui ont tendance à mépriser les plus petits, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas grand-chose. Et je ne dis pas que eux tous le font, oui. Heureusement que tous ne sont pas comme ça, mais je pense que cette inspiration, ce souffle nouveau doit pouvoir rejaillir sur tout le monde dans ce pays. Évitons le mépris, évitons de mépriser notre prochain. Oui, mais la CEDEAO ne méprise peut-être pas le Mali. Et vous avez suivi tout à l'heure le C'est une bonne transition. des sanctions, véritablement embargo sur tous les plans contre le Mali. Ces sanctions sont-elles justifiées? Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre dans la mesure où la junte au pouvoir parlait d'une transition de 5 ans. Et je ne crois pas que la CEDEAO, qui a déjà un problème de crédibilité dans les opinions publiques, n'est-ce pas, africaines, puisse laisser passer une telle propension à l'exagération. 5 ans de transition, ça n'est plus une transition politique classique comme on l'entend. Ça devient un système de pouvoir qui est établi. Un mandat. Mais tout à fait, ça. Et donc, je crois que la CEDEAO ne pouvait pas cautionner cela. Or, en même temps, ce que reprochent les gens à la CEDEAO, c'est que les gens se disent, il y a 2 poids, 2 mesures. Pourquoi y a-t-il des présidents, des chefs d'État qui tripatouillent la Constitution pour se maintenir au pouvoir et que la réaction... plus de 2 mandats. Voilà, et que dans ces cas-là, la CEDEAO a une réaction de mauviette, c'est-à-dire une réaction complice. Enfin, c'est l'image, c'est le sentiment à tort ou à raison que des gens en Afrique, en tout cas beaucoup de gens, ont. Lorsque... Peut-être à ce niveau, dans l'entendement de la CEDEAO, ce n'est pas un coup d'État. Non, il faut dire une chose. La prolifération des coups d'État en Afrique, il faut parler de prolifération. Bon, certains pensent que cela est salutaire.
certains applaudissent. N'est-ce pas? Il y a des silences approbateurs de ces coups d'État, parce que bon, on dit, voilà, le président qui était là ne faisait rien du tout, ne pensait qu'à lui, ne s'occupait pas du peuple, et que ça faisait longtemps qu'il était là, et donc, finalement, ce coup d'État, n'est-ce pas, est un coup d'État salutaire. Entre guillemets. Mais donc, si c'est salutaire, vous n'avez pas besoin de 20 ans de transition. N'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'un temps long de transition, parce que 5 ans de transition, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez donc que toutes les mutations eussent été accomplies pendant ces 5 ans, et qu'ensuite, il y ait une élection. Mais de quelle nature, cette élection? Puisque le pouvoir aura été fortement établi pendant 5 ans. Et les gens pourront voter librement pour choisir quel président, quel candidat. Vous comprenez? Donc ça devient un système. Cette durée favorise un système qui se met en place. Et c'est ce que les chefs d'État ont voulu sanctionner. Mais il faut dire que la junte l'a quelque peu cherché aussi. La junte l'a voulu? Elle a quelque peu cherché, parce que la CEDEAO l'a vécu comme une provocation. C'est-à-dire qu'elle n'a pas tenu ses engagements dans une certaine mesure. Parce qu'il était question au départ de 18 mois. Ensuite, les choses devaient... D'organiser les élections. Le 27 février. Voilà, exactement. Et puis bon, du coup, on nous parle de 5 ans. Et hier, ce n'était plus 5 ans, c'est 4 ans. Puisqu'il y a eu une nouvelle proposition qui intervenait pendant que l'assise des chefs d'État se tenait à Accra. Mais maintenant, dans la réalité, espace aérien fermé, les ambassadeurs totalement rappelés par les pays, disons les 14 autres pays, même les transactions financières interrompues. C'est très dur. Mais finalement... C'est très très dur. C'est vrai, je reconnais, c'est très très dur. Et quelles conséquences alors ces sanctions pour les populations ou sur l'ensemble des populations maliennes? Ça ne peut avoir que des conséquences désastreuses. Techniquement, vitalement, ça ne peut avoir que des conséquences désastreuses pour les populations, n'est-ce pas? Et je pense que les choses ne devraient pas rester en l'état et que normalement, la junte devrait tout de même faire un effort pour essayer de faire assouplir. Mais je ne crois pas que ce soit la direction qu'elle prend. Oui, voilà. À écouter le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, tout à l'heure... Le bras de fer continue. Le bras de fer continue. Sur quoi compte le Mali pour affronter toute la CEDEAO? Mais parce que, vous savez, moi, écoutez, je suis obligé de dire certaines choses que je ne tenais pas à dire. Vous savez, si vous avez bien la mémoire d'oreille, les gens dans les opinions pensent que aujourd'hui le Mali est devenu tellement puissant parce que il y a des Russes, on parle de Russes, n'est-ce pas, de mercenaires russes ou de mercenaires Wagner, etc. La Russie est devenue aujourd'hui le sauveur de l'Afrique. Le saint sauveur de l'Afrique est devenu la Russie. C'est la Russie, Poutine. La Russie a été en Afrique, oui ou non? Elle a été en Afrique dans les années 60, jusque dans les années 70. Elle est partie, elle a quitté l'Afrique d'une certaine façon, les 4 fers en l'air. Elle n'a rien réalisé non plus en Afrique. Et vous croyez que la Russie, si la Russie s'intéresse au Mali, elle s'intéresse au Mali pour les beaux yeux des Maliens? C'est pas Nilo? Elle s'intéresse aux Maliens, au Mali, parce que, bon, elle est intéressée, c'est une grande puissance qui est intéressée aussi par ses propres intérêts. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui consiste parce que ce qui se passe aussi, c'est une influence de puissance, entre puissances. Oui. Ce n'est plus une affaire de la France et la Russie, c'est devenu aujourd'hui une affaire entre l'Occident et la Russie. Et qui s'opère maintenant sur le sol malien. Mais il me semble que c'est ce qui est en train de se passer. Et moi, je crains une chose. Je crains, si les choses n'évoluent pas dans le bon sens, c'est-à-dire dans une certaine raison, je crains une partition du Mali. Ça n'est pas à exclure. Une partition du Mali? Je crains une partition du Mali. Ça n'est pas... Plus de 63 ans après les indépendances? Je crains une partition du Mali. Vous avez vu ce qui s'est passé au Soudan. Ah oui. Il y a eu le Soudan du Nord, il y a eu le Soudan du Sud, des choses comme ça. Parce que le Mali est un territoire vaste. C'est incroyablement grand. N'est-ce pas? Alors, puisque les choses se passent... Avec beaucoup de ressources minières. Exactement. Alors, comme nous sommes dans un monde où c'est souvent la loi du plus fort, est-ce que vous pensez honnêtement qu'entre puissances, telle puissance qui s'associe à d'autres puissances, vont laisser les Russes, par exemple, être seuls maîtres
pardonnez-moi du terme, au Mali. Peut-être non. Les choses sont plus compliquées que cela. Ce n'est pas Oui, qu'une mais affaire. donc là- Ce n'est là- pas là, qu'une c'est la affaire. guerre des grands. Mais bien entendu, ce n'est pas qu'une affaire entre Maliens. C'est une affaire qui dépasse aujourd'hui le cadre des Maliens. Quand on voit les interventions, les influences extérieures qui sont concernées dans cette affaire, on ne peut pas être là et penser que c'est une affaire qui ne concerne que les Maliens. Grand citoyen d'État, est-ce que la CEDEAO a pris d'elle-même ces sanctions, infligé ces sanctions d'elle-même contre le Mali Je vous vois venir. Vous voulez dire que c'est la France parce que c'est ce que j'entends. Non, les militaires ont dit. Bon, voilà, ok. C'est ce que j'entends et je lis depuis hier soir, un peu partout, que c'est la France qui serait l'inspirateur, l'inspiratrice de ces mesures-là. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas du tout dans le secret des dieux. Mais je remarque une chose, c'est que cette affaire, ce n'est plus la France seule. Vous avez la France, vous avez l'Allemagne, vous avez le Canada, vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez tout un consortium de puissances qui sont là, voilà. qui se sont alliés dans cette affaire-là. C'est ça qu'il faut voir. Oui, mais quand même sur le terrain, M. Adoumaya, ne voyez-vous pas que les Maliens veulent vivre en paix, même si vous voulez peut-être vous accaparer de nos richesses minières, donnez-nous la paix. Essayez d'éloigner quand même les terroristes de notre... Mais vous savez, les choses ne se passent pas comme ça. Parce que c'est pas parce que c'est votre pays que vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. Le monde étant imbriqué, le monde étant ce qu'il est, avec les enjeux en question, vous ne pouvez pas être dans votre coin et faire votre petite cuisine, ni électorale, ni politique, comme vous l'entendez. Vous avez toujours des gens qui vont se mêler de ce qui... pensent-ils, les regardent. Vous comprenez? Et la CEDEAO ne peut pas, honnêtement, accepter que tous les 6 mois, il y ait des coups d'État sur le continent africain, comme ça avait été le cas pendant des années. Parce que l'Afrique doit avoir une autre image, une nouvelle image. Elle doit reconstituer beaucoup de choses figuratives et essentielles qui la concernent. Oui, mais est-ce qu'il y aura des possibilités d'allègement de la sanction contre le Mali? Ben, je pense que, moi je suis tout à fait objectif, je pense que cela dépendra de la position de la junte au pouvoir. Parce qu'apparemment, ce n'est pas le chemin qu'elle prend. C'est elle maintient le bras de fer. Bien sûr, elle veut montrer qu'elle ne va pas céder, puisqu'elle dit que la CEDEAO n'est pas juridiquement fondée pour prendre ces mesures-là. À partir du moment où elle dit cela... Ce sont des sanctions inhumaines. Absolument, absolument. Donc je pense que, bon, malheureusement, le bras de fer va continuer quelque temps, mais les hommes, à un moment donné, doivent être rappelés par la raison. Ah voilà, par la raison. Oui, mais certainement, peut-être à écouter Jean-Claude Cassibrou, la porte de dialogue, la porte de discussion, elle est toujours ouverte. Et surtout, disait-il, si un nouveau chronogramme clair, précis et court est proposé à nouveau par la junte, alors la CEDEAO reviendrait quand même sur sa décision. Je l'espère. Reviendrait en arrière. Je l'espère. Vivement. Je l'espère. Et vivement que les coups d'État ne se posent plus quand même sur le continent noir, mais la CEDEAO annonce aussi une force d'intervention ou une force d'Interpol à déployer au Mali jusqu'à 50 km sur le sol malien. Est-ce que ces genres de choses, vous êtes plus ou moins âgé, excusez-moi, avez-vous jamais vu ces genres d'intervention de la CEDEAO dans les pays membres? Non, non. D'abord, je n'ai pas vécu longtemps ici et que je n'ai pas non plus souvenir que cela se soit déjà produit nombreusement, ça et là. Bon, et si la CEDEAO aujourd'hui en vient, parce que la CEDEAO a une prétention politique, géopolitique qui est tout de même qu'on peut comprendre. Si les choses vont bien, c'est normal que cette institution-là ait des prétentions je dirais, de gestion de la sous-région, dans le terme classique des choses. On peut le comprendre. Mais son problème viscéral, c'est que pour que cela passe bien à travers les peuples africains, il faut qu'elle donne l'impression d'être impartiale. C'est ce défaut parfois d'impartialité, de partialité, de la part de la CEDEAO qui fait qu'elle a subi un certain discrédit aujourd'hui.
Et donc, si elle veut reconstituer son crédit, redorer son image, il lui faut prendre des mesures qui vont dans un sens, non pas en faveur des peuples, parce qu'il faut aller forcément en faveur des peuples, mais en faveur de la raison, en faveur des choses qui paraissent tout à fait objectives et justes, en faveur d'une certaine idée de la justice. Voilà. Et malheureusement, dans cette affaire, on a l'impression que c'est le peuple malien qui va trinquer. Mais donc, visiblement, les militaires au pouvoir, ils ne subiront pas les affres donc, de ces sanctions. Vous savez, les affres, c'est souvent les plus faibles qui les subissent. C'est souvent comme ça. Ceux qui sont au pouvoir peuvent toujours trouver des arrangements. Mais c'est souvent le citoyen de base commune qui est l'objet de ces affres-là. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir. N'est-ce pas? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Une nouvelle banque malienne vient d'être installée au Togo, vers Décon, là-bas, juste à côté de l'immeuble Fiata. Donc, les Maliens au Togo ne pourront plus faire des transactions à partir de cette banque pour aller, en tout cas, vers leur propre pays là-bas et aider les familles pauvres laissées au pays. Selon les mesures qui ont été prises par la CEDEAO, cela me paraît un peu compliqué. Vraiment? Oui. Et c'est le bas peuple qui subira. Mais au Togo, ce n'est pas la même situation qui nous préoccupe, c'est plutôt où dormir, trouver un petit toit et véritablement y habiter. Mais cela, depuis des années, c'est la croix et la bannière. Payer 12 mois de caution, parfois 24 mois et des fois même 3 ans. Le gouvernement dit, s'il vous plaît, c'est fini. Arrêtez tout ça. Et c'est à travers un décret pris en Conseil des ministres la semaine dernière, justement le mercredi passé. Et maintenant, la caution est fixée à 3 mois et la garantie aussi 3 mois, ce qui fait 6 mois à débourser. Alors, bonne nouvelle pour la population. Vous savez, cette mesure-là était longtemps attendue par les millions de Togolais. Et cette mesure-là qui a été prise, je le dis ici, restera comme une des mesures phares de ce quinquennat. Vous savez, parce que tout le monde attendait que enfin se termine ce Far West. C'était un Far West, c'était la loi du plus fort, n'est-ce pas? Je construis quelque chose, je me dis, bon, ça m'a coûté tant, moi je veux 1 an, 2 ans. Mais d'où ça sort cette histoire de 1 an, 2 ans? Moi je n'ai jamais entendu parler des choses comme ça. Il paraît que ça existe au Ghana. Au Ghana, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Mais est-ce que c'est normal que dans un État, moi je vois autour de moi, je vois des gens qui se plaignent de ce problème-là, parce qu'à la limite, lâchons le mot, c'était du racket. C'était une forme de racket. Comment vous pouvez, vous, prendre 2 ans à un jeune qui vient pour louer un logement chez vous? Comment vous pouvez humainement prendre 2 ans, 1 an de loyer à une femme, à une famille de pas grand-chose qui veut s'installer chez vous? Et elle va faire comment pour payer ces 2 ans, ces 2 ans? Et même si elle est payée ces 2 ans, elle fait comment pour se meubler? Elle fait comment pour manger? C'est une mesure, quelle que puisse être la sensibilité sociale de tout le monde dans ce pays, tout le monde doit applaudir cette mesure de justice sociale profonde, suprême qui a été prise. Et il ne faut pas faire la fine bouche. Le gouvernement a été bien inspiré. Quels que soient les bords politiques, du moins cette décision doit être appréciée, applaudie par tous. Mais bien entendu, parce que cette décision est une décision de justice sociale. Ah oui. Mais c'est une décision de souffle social. Vous dites justice sociale? Oui. Mais pourquoi alors? Pourquoi alors voulez-vous qu'un gouvernement ferme les yeux sur des pratiques insupportables, comme c'est cette façon de prendre 1 an, 2 ans... Que vous qualifiez de racket. Mais pour moi, oui, je qualifiais ça de racket. Je suis obligé de dire les choses telles qu'elles sont. Pour moi, c'est une forme de racket. Mais ça tient lieu de quoi? Ça a été inscrit où? Dans quelle loi? Aucune réglementation. Mais non, pourquoi? Qu'est-ce qui suppose cela? On nous parle de la cherté des matériaux, etc. De construction. Justement, c'est ça? Oui. C'est ça? Et les matériaux de construction les matériaux de construction sont plus chers ici qu'en Europe. Nous parlons du Togo, M. Adema Yakpo. Et en Europe, il n'y a jamais eu ça.
C'est 3 mois. Là, c'est des logements sociaux qui sont construits, Non, des non, logements, non, 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 ou bien non, disons non, des studios, non, des non, trucs. non, non, c'est faux. Tout logement en France, qu'il soit social ou pas, Oui. vous ne pouvez pas payer 1 an de loyer. C'est interdit par la loi. Là, vous dites, c'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Oui, mais la nature ayant horreur du vide, puisqu'il ben, n'existe ben, pas une d'accord. réglementation en la matière. C'est pour ça que je Oui. parle de Far West. Oui. Et c'était vraiment une très bonne mesure, que ça, on mette fin finalement à ce problème qui était dégueulasse. Oui, mais l'autre question posée par un citoyen dont les propos ont été recueillis par mon collègue, il disait que comment le gouvernement va-t-il suivre la mise en application exacte de cette mesure? J'entendais tout à l'heure le secrétaire général du gouvernement évoquer des mesures probatoires, des mesures transitoires. Non, il parlait de... Son expression m'échappe. Formalisation. Oui. La formalisation de quelques mesures donc réglementaires pour suivre de près, au plus près, l'évolution de ce problème. Et je ne crois pas qu'avec une telle mesure que le gouvernement a mis en place, ils vont fermer les yeux pour laisser se réinstaller, je dirais, ce racket. Non, je pense que sincèrement, les choses vont être suivies absolument de près et de cœur pour qu'il n'y ait plus ce genre de dérapage insupportable dans notre pays en ce qui concerne le social, le logement. Oui, mais le gouvernement ne m'a pas aidé à acquérir mon espace, mon lopin de terre. Oui, et alors? Le gouvernement ne m'a pas facilité la tâche pour que je puisse du moins acheter les matériaux de construction. Oui. Le ciment étant cher, Oui. le fer cher, Oui. les fils, tout ce qui entre, tous les ingrédients ou les matériaux entrant dans la construction d'une pièce, Oui. on sait ce que ça peut coûter. C'est ça. Alors, finalement, de quoi se mêle le gouvernement? Alors, le gouvernement se mêle de ce qu'il regarde. Votre maison se trouve sur quel territoire? Togolais. Alors, Et je suis Togolais. vous êtes Togolais, il y a un chef. Il y a un chef dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement. Le gouvernement ne peut pas non plus continuellement laisser se produire dans le pays ce type de désordre social. Pourquoi? Parce que c'est votre maison. Ça n'est pas parce que c'est à vous que vous devriez forcément faire ce que vous faites. Il faut une modération un peu partout. C'est pour ça que le droit existe. C'est pour ça que la loi existe, n'est-ce pas? Parce que c'est pas parce que vous êtes libre, c'est pas parce que c'est votre liberté que vous pouvez tout faire. En abuser. À partir de là, vous empiétez sur la liberté des autres. C'est pour ça que la loi existe. C'est pour ça qu'il y a un régulateur qui est l'État. Oui, mais on a parlé aussi de formulaires remplis, qu'il faudrait désormais un contrat à signer en bonne et due forme entre les deux parties. Ouais. Mais est-ce que... Avant, il n'y avait pas de contrat. Oui, forcément, il n'y avait pas de contrat. Juste, vous discutez, vous donnez l'argent, on vous donne votre reçu, et puis c'était tout. Oui. Et maintenant, il y a un papier officiel, il y a un contrat, il y a un bail qui est signé entre le propriétaire et le locataire. Mais je trouve ça tout à fait normal. Tout à fait normal. Mais absolument. Oui, mais quand même, la faisabilité, c'est ça qui va poser peut-être problème. Mais le Il y a gouvernement quand même des propriétaires qui n'ont pas, excusez-moi, ne savent pas lire ni écrire. Et se font assister par leur entourage. Dans leur entourage, il y a forcément des gens qui savent lire. Peut-être leurs enfants. Mais bien entendu, on ne peut pas prendre cela comme un prétexte pour ne rien faire. Oui, mais au Togo, on se connaît suffisamment. Vous verrez des gens qui vont dire, mais laissez le gouvernement de côté, moi je suis dans un besoin pressant. Alors, je vous paye quand même les 2 ans, mais faites-moi le papier 2. Il y a eu pareil. Suis-je en train de dire une fausseté? Non, il y a eu des gens qui ont initié cette chose-là dans ce pays, pareil, d'après ce que j'ai lu. Qu'avant, c'était pas comme ça. Il paraît que c'était certaines personnes qui sont venues proposer 1 an, 2 ans aux propriétaires. Du coup, l'appétit venant en mangeant... Et ne nous voilons pas la face, ce sont les frères Ibo venant du Nigeria qui le plus souvent... Oui, quand vous vous retrouvez face à cette même chambre et vous êtes Togolais et lui aussi se présente, sachez-le bien que le propriétaire va rapidement céder et laisser quand même la chambre à l'expatrié ou disons à l'autre. C'est la faiblesse, c'est l'avidité. C'est l'avidité. Parce que bon, mais le plus offrant, c'est le plus offrant. Le mieux disant. Le mieux disant. C'est ça. Mais dans ce cas, si vous voyez que vous êtes totalement lésé, je dirais,
mais vous pouvez aller vous plaindre, vous pouvez aller devant les autorités pour leur exposer le cas. Peut-être qu'ils vont réagir dans votre sens pour comprendre ce qui s'est passé. Enfin, voilà. L'autre problème auquel on assiste toujours chez les propriétaires des maisons, c'est que la maison on n'a plus retouché ou faire quoi que ce soit, mais juste le badigeonnage. On rebadigeonne et on dit, alors, entre-temps, c'était 5 000, mais à partir de maintenant, ça devient 8 000. Oui. Aucun contrôle. Mais c'est dans la même lignée de je fais ce que je veux, je décide ce que je veux, je mets les prix au niveau où je veux. Regardez, prenez les prix des terrains. Des terrains. Et moi, quand j'entends 80 millions de francs CFA pour un lot, vous imaginez 80 millions, 100 millions de francs en zone périurbaine. Oui, pour un lot plus cher que le 16e arrondissement à Paris. Vous vous rendez compte que... vous vous rendez compte? L'arrondissement des plus riches? Ben oui, alors, parfois je me dis, mais vous savez, vous achetez un petit truc, un petit lot comme ça, 100 millions de francs CFA. Avec 100 millions de francs CFA, ce qu'on vous propose là, certains préfèrent prendre ça pour aller acheter un appartement à l'étranger. Où vous avez... Même si c'est un studio. Oui, voilà, où vous avez tous les droits qui sont établis, toutes les barrières qui sont là, etc. Le droit des copropriétaires, etc. Tout est bien établi. Et donc, c'est un peu n'importe quoi. Vous ne pouvez pas aujourd'hui acheter un terrain pour bâtir une maison, parce que vous n'avez pas cet argent-là. Est-ce que ça les vaut réellement? Qu'est-ce qui fait que ce terrain qui se trouve là vaut ce prix? Qu'est-ce qui fait que ce terrain vaut ce prix-là? Oui, mais au niveau de l'OTR qui également contrôle tout ça, quand il est question de se faire établir le titre foncier, on parle de la valeur vénale. Sur quelle base l'OTR aussi propose ces valeurs vénales? Voilà aussi un domaine dans lequel l'État doit intervenir. Moi, je trouve qu'il faut mettre un terme à toutes ces dérives-là. Ce sont des dérives. Un terrain, un lot à 80 millions, c'est justifié par quoi? Il y a quel aménagement spécifique dans le quartier qui justifie ça? Qu'est-ce qu'il y a qui justifie ça? Donc, personne ne doit décider. C'est de la pure spéculation personnelle, de commodité personnelle, c'est tout. Moi, je décide que je veux vendre mon terrain à 100 millions. Rien ne m'empêche. Sur aucune base. Sur aucune base. Qu'est-ce qui vaut ça? Est-ce que ça les vaut vraiment? On va me dire, oui, mais non, il y a plein de commerces ici, etc. Ah bon? Est-ce que c'est normal, ça? Oui, mais que faire face à cette dérive dont vous parlez? Il faut limiter un peu les choses. Et qui doit limiter? Mais c'est à l'État de voir ça. C'est au ministère de l'Urbanisme. En s'accaparant du domaine foncier maintenant, ou bien... Puisque la terre appartient aux collectivités au Togo. L'État, c'est l'autorité suprême du pays, administrative du pays, n'est-ce pas? C'est l'État qui fixe les règles. C'est l'État qui fixe le cadre. Si l'État dit ça doit être comme ça, ben ça sera comme ça. Ça s'applique à tout, s'impose à tout le monde. À quoi sert la loi? On vote une loi pour qu'elle serve de référence aux citoyens, n'est-ce pas? Oui, mais ici, c'est un décret pris en Conseil des ministres, pas encore une loi votée par les députés. L'intention, elle est là. Le décret a été pris et il y aura toutes les modifications de la loi. Mais bien sûr, les procédures de la loi. Alors, je pense que voilà, c'est aussi un des domaines dans lesquels on doit un peu mesurer, savoir raison garder. Oui, mais ici, est-ce que nous ne risquons pas d'assister à un phénomène, comme l'État dit, il faut simplement payer 6 mois. Je veux vous dire quelque chose. 3 mois de garantie. Alors, est-ce que je ne serais pas tenté, moi, propriétaire, de fixer le prix du loyer à ma propre guise sur un coup de tête? Ce qui était 10 000 auparavant, je peux maintenant le dire, c'est à 25 000. Personne ne sera là pour me dire non, ne le faites pas ainsi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, j'essaie de vous comprendre, oui. Mais moi, en tout cas, je vais vous dire une chose. Moi, je suis content de cette décision et j'espère qu'elle sera respectée. Celui qui ne la respectera pas se mettra en contravention avec la loi. Il faut un début à tout. C'est une très bonne décision. Vous voyez bien que les gens sont contents de cette décision. Bien sûr. Parce que trop, c'était trop. Et on marque la pause pour revenir dans quelques minutes.
Audi Actu. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Sur Victoire FM. Victoire FM. Tour en studio, madame, messieurs, pour la suite du débat avec notre invité, le grand citoyen d'État, Sir Adomayakor. Alors, nous parlons bien évidemment de la mesure prise par le gouvernement à travers le décret fixant désormais la caution à 3 mois et la garantie aussi à 3 mois. Mais ici, il sera bientôt question d'un contrat. Et quand on parle de contrat, c'est entre deux parties consentantes, si je peux le dire ainsi. Oui. Oui, mais qu'est-ce que l'État viendra chercher dans un contrat? Parce que c'est quelque chose qui lie déjà deux parties. Oui, mais là, il s'agit de quoi? Il s'agit de politique de logement. Oui. Il s'agit du logement. La politique de logement, elle est fixée, elle est mise en place par l'État. Oui. Donc, il est évident que l'État oriente les choses, disent, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et je vous donne un exemple. Vous croyez qu'en France, lorsque vous signez un contrat de location, un bail avec un propriétaire, vous croyez que le propriétaire y met dans ce contrat ce qu'il veut? Vous croyez ça? Il ne peut pas sortir de ce que lui permet de faire la loi. Et vous non plus, vous ne pouvez pas non plus demander, exiger ce que la loi ne vous autorise pas à exiger. Donc tout est fait dans le cadre de la loi. Et c'est l'État qui fixe, qui pose les conditions de cette loi-là. Voilà. Vous comprenez? Donc, à partir de cet instant-là, je pense que les choses devraient se passer normalement. Si Sur jamais... la base de cette loi. Mais bien entendu, si elle ne se passait pas normalement, ça veut dire qu'il y a une des parties qui ne respectera pas la loi. Donc, et sera maintenant sous le coup de la loi. Mais tombera évidemment. sous le coup de la loi. Évidemment. Oui, mais quand même, l'autre phénomène, c'est qu'il existe aussi des locataires, parfois qui ne sont pas honnêtes, Oui. qui refusent systématiquement d'honorer leur engagement. Dans ces cas, dans ces circonstances, que faire? Dans ce qu'il y a la loi. L'État prévoira. Si vous ne payez pas, d'abord, si vous ne payez pas votre loyer ou vos loyers, à un moment donné, le propriétaire va se retourner contre vous. Il va porter plainte contre vous. Et il y a des mesures qui vont se mettre en place jusqu'à l'expulsion. Il y a parfois des cas des situations de cas de force majeure. Oui, malheureusement, et les choses peuvent en arriver là. Mais le problème, il ne faut pas prendre tout ça comme prétexte pour ne rien faire. Ça, c'est aspect logement. Et le gouvernement, il travaille, vous l'avez si bien dit, c'est une mesure à apprécier à juste titre, d'ailleurs, pour rétablir la justice sociale. Mais l'autre point, c'est qu'il y a la vie qui est devenue très, très chère au Togo. Alors, le gouvernement, visiblement, ne s'y est pas penché. Non, il s'y penche. Si vous dites que le gouvernement ne s'y est pas penché, il s'y penche, puisqu'il essaie de prendre des mesures pour pallier les effets, les répercussions de cette vie chère. Et cette vie chère, elle a bien une raison, elle a bien une cause. N'est-ce pas? Il faut dire que cette cause est essentiellement due à la crise que nous connaissons. La crise sanitaire? Mais bien entendu. Vous savez, cette crise sanitaire, que ce soit ici ou ailleurs, elle a des répercussions sur la vie économique. Bien. On ne peut pas nier cela. Et je ne comprends pas qu'elle ait des répercussions en France et qu'elle n'ait pas des répercussions en Suisse. C'est un exemple que je vous donne. Donc, elle y a son rôle malheureux qu'elle joue aussi, cette crise-là. Et donc, il appartient à l'État de prendre des mesures, si le budget le lui permet, d'aller plus loin dans les mesures sociales et dans les mesures qu'il faut mettre en place pour pallier ce problème-là. Et le gouvernement fait ce qu'il peut en ce sens. Ça n'est pas facile, vous savez. S'il y avait beaucoup d'argent, la question ne se poserait pas. Mais le gouvernement fait les efforts qu'il faut en subventionnant certains produits. Mais c'est vrai que cette vie chère est ressentie par la quasi-totalité des ménages togolais. Si vous arrivez parfois d'aller vers des populations, peut-être des zones un peu éloignées de Lomé, plus ou moins? Si, bien sûr. Vous savez, je suis très immergé dans la population. Je sais ce qui se passe. Je connais tout à fait la tonalité sociale des gens. Puisque moi, je ne suis pas planqué dans mon coin. Je vis ce que vivent les gens. N'est-ce pas? Oui, j'éprouve les mêmes difficultés. Pas à la manière d'un bourgeois? Moi, je suis bourgeois d'éducation. Je suis bourgeois de pensée. C'est-à-dire que
je respecte certaines choses, je respecte, n'est-ce pas, mon prochain, je respecte des principes, c'est-à-dire quand je parle de bourgeois, je parle de l'art de vivre, de façon de vivre. C'est-à-dire que je ne m'autorise pas des choses qui ne sont pas permises. Vous comprenez? En ce sens, je parle d'une éducation, de l'éducation. Je ne parle pas de vie bourgeoise en tant que vie bourgeoise. Moi j'ai une éducation tout à fait classiquement bourgeoise. Voilà. Vous comprenez? Donc, j'ai du mal à tutoyer les gens, par exemple. N'est-ce pas? Donc ça, ce sont des restes. C'est une éducation bourgeoise. Ben voilà. Oui, donc, mais vous ne vivez pas quand même de la trempe d'un bourgeois. Non, puisque je subis les mêmes foudres. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais bien entendu. Moi, je ne suis pas au-dessus des autres. Oui, c'est vrai, vous n'êtes peut-être pas un fonctionnaire d'État, mais je ne sais pas si vous l'êtes quand même en catimini. Mais le gouvernement a annoncé, le chef de l'État a annoncé quand même un mois de prêt imposé à tout travail, à tout fonctionnaire. J'ai vu que les gens sur les réseaux sociaux raillaient cette mesure. Mais cette mesure-là, il ne faut pas la railler, il ne faut pas la moquer, cette mesure-là, parce qu'elle va servir à ceux qui sont dans le besoin. Vous savez, tout le monde n'a pas le 13e mois dans ce pays. Vous savez, il y a des gens qui ont le 13e mois. Il y a certaines institutions, structures qui offrent le 13e mois. D'autres ne l'ont pas. Or, la vie est chère. Les prix ont flambé. Donc, cette mesure, elle est là, elle a été imaginée, même si ça n'est pas une mesure, je dirais, gratuite, puisque c'est un prêt. On vous prête cet argent. Moi, je copie déjà sur le poids d'un prêt. Et voilà, le gouvernement vient corser la mise. Non, le gouvernement ne vous oblige pas. Ce n'est pas un prêt obligatoire. On ne vous oblige pas à contracter ce prêt. Ce prêt est une possibilité, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Les mots ont leur importance. Entre le choix et l'obligation, il y a bien deux sens différents. Il faut bien expliquer les choses aux gens. Il faut leur dire ceci. Le gouvernement a imaginé cette solution qui est une possibilité pour essayer d'endiguer ce qui vous pèse, ce qui vous noie dans votre vie quotidienne, c'est-à-dire la cherté de la vie. Puisque le mois de janvier étant le mois le plus long de l'année. Absolument. C'est apprendre ou à laisser. Ah oui, apprendre ou à laisser. Mais voilà. Donc le choix est laissé à tout fonctionnaire. Mais bien entendu, ce n'est pas une obligation. Il fallait insister là-dessus. 92 02 80 63 22 21 80 99. Madame, monsieur, vous nous suivez et vous avez envie de participer donc à ce premier numéro de Auditeur Actualité. Vous êtes le bienvenu en direct. Et nous allons accueillir le premier intervenant qui est en ligne. C'est monsieur Pelé. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, monsieur Pelé, comment allez-vous? Oh, très bien. D'accord. Oui, citoyen d'État, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État, et bonne année. Ok, merveilleux réciproque santé. Merci. Je pense que, M. Jachin, oui, pour cette année 2022, il va falloir nous amener des bonnes choses sur les médias, comme des bons citoyens, comme vous venez de commencer avec notre citoyen d'État. Parce que le Togo, aujourd'hui, a besoin d'explications claires. C'est que le civisme a quitté le Togolais. Si vous voyez dans le pays, le civisme a quitté le Togolais. Il va falloir qu'on nous explique clairement ce que c'est que la citoyenneté. Je voudrais poser une question. Bon, monsieur le citoyen d'État, je pense que sa position envers le gouvernement, le régime RPT, il se sent à l'aise parce qu'il donne des explications que, bon, c'est son choix, on l'écoute. Toutes des décisions concernant la loyauté, tous ces genres de choses, je pense que c'est une bonne chose. Mais quel sera le suivi? À chaque fois quand le gouvernement décrète, il ne suit pas. Il a fait un décret concernant que si des gens achètent des hectares et déposés, et on doit contrôler ces hectares-là. Mais toutes ces choses-là, on l'a fait. D'accord. Donc, quel mécanisme de suivi de la mise en œuvre donc, de ce décret? Merci, cher ami Pelé. Très bien noté. Monsieur Garo? Oui, bonjour, Joachim. Bonjour. Bonjour à notre invité. Bonjour. Bon, moi, je félicite quand même l'État. Sinon, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a cette somme-là au
au-delà disons, un an, ce n'est pas possible. Bon, ce que l'État a fait aussi, c'est qu'à Abidjan, par exemple, Oufoué-Boigny a fait construire des logements dans tous les quartiers. Vous prenez au moins 10 locaux, il a des maisons à 4 états, par exemple, les fonctionnaires peuvent louer. Ça, c'est bien. L'État n'a pas fait ça, c'est ça. C'est pour cela que, bon, on a problème de logement. Ça, c'est vraiment, l'État a échoué là-bas. Bon, secondo, vous savez, la CEDEAO, moi, ce que je voulais dire à la CEDEAO, père, pardonnez-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, la CEDEAO veut que la France pille le Mali. C'est la France qui pille le Mali, soyons d'accord. Moi, je fais beaucoup la France, je n'aime pas la France. Vous savez, la Russie ne peut pas piller le Mali comme la France. La Russie est venue pour aider plutôt l'Afrique. Et je propose même que notre pays, là, passe vers la Turquie et la Russie. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Vous savez, lors des guerres mondiales, c'est qu'il avait un bon prophète. Il avait dit laissez Hitler détruire la France et l'humanité sera libre. Merci. Merci, monsieur Gado. Et monsieur Komlanvi? Bonjour, monsieur Jachin. Bonjour. Je salue aussi l'invité ce matin. Moi, je voulais intervenir par rapport au loyer. Oui. Je pense que notre invité a bien détaillé les choses. Et je salue les décisions du gouvernement, du chef de l'État et son gouvernement. Je pense que la balle est maintenant dans le camp des députés. Les commentaires que tout le monde est en train de faire, les à côté de ce projet que le gouvernement vient de lancer, les députés doivent prendre en compte lorsqu'ils vont faire un test, que ça soit sur le terrain, pour le bail du terrain, tout ça là doit être inclus. Ou bien comment le montant de loyer même. Tout ça là doit être inclus dans leur test qu'ils vont proposer. L'État, le gouvernement a vu que les peuples souffrent et ils ont déjà lancé le projet. Les députés, il revient de vraiment réfléchir comment faire accompagner ce test pour que les populations soient vraiment sauvées. Soulagées. Je voulais aussi intervenir par rapport au Mali. Non, par rapport au prêt par le gouvernement. Je pense que ceux qui même sont contre ou bien que ce test, ce sont ceux qui ne sont pas des fonctionnaires, la majorité. Parce que les fonctionnaires même ont appelé en temps pour menacer même le ministre de l'économie de faire vite. Parce qu'il y a des sur les réseaux sociaux, il y a eu à attendre des fonctionnaires qui attendent, que c'est pourquoi ils attendent depuis. Que le chef d'État dit une semaine après, et puis là, ça ne sort pas. Donc, ça veut dire que les fonctionnaires ont besoin. Donc, ils ont applaudi à cœur joie la mesure annoncée par le chef de l'État. Même ils ont appelé sur les chaînes de radio pour réclamer ça, monsieur. Ah, d'accord. Merci, monsieur Komlanvi. Et nous accueillons le dernier intervenant, c'est monsieur Sewa. Bonjour, monsieur Sewa. Bonjour. Oui. Oui, j'aimerais intervenir par rapport à la location. Oui, allez-y. C'est une très bonne décision du gouvernement. Mais on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà que l'État actuellement ne diminue pas le prix des denrées, des matériels de construction. Vous convenez avec moi que c'est avec peine que les Togolais arrivent à construire. Vous avez des projets et vous mettez en vente ou bien en location une chambre de votre maison pour pouvoir réaliser ce projet. Mais je dis au meilleur enchérisseur, celui qui peut venir à mon aide. Et si le contrat qui nous lie ne vient pas en bonne attente, c'est là que je fais appel aux autorités compétentes. D'accord. Prenons par exemple le cas de la route de Lomé à Néhor. La route est en construction. Et c'est avec peine que les chauffeurs passent par Lomé pour arriver à Néhor. Voilà, avec toutes ces peines-là, le gouvernement n'a pas osé diminuer le prix, mais plutôt il a augmenté le péage. Qu'est-ce que nous voulons savoir par là, par rapport à ce qu'ils disent? D'accord. Merci, M. Sewa. Alors, grand citoyen d'État, vous avez écouté le dernier intervenant. Oui. Il dit la charité bien ordonnée, normalement, doit commencer par le gouvernement. En faisant quoi? En procédant à la réduction quand même des prix sur les matériaux de construction. Il a même cité aussi le cas quand même des péages où le coût ou bien le prix est aussi augmenté. Bien d'autres choses. Mais l'État n'a pas fait cela, mais dit qu'il faudrait que les propriétaires régulent le tout et ramènent ça à 3 mois. Cela n'est pas particulier au Togo. Cette chose-là, vous savez, l'État prend des décisions dans un sens et l'État, par là même, a besoin d'argent, a besoin que telle ou telle chose lui rapporte de l'argent pour créer pallier d'autres nécessités. Donc, mais
il est évident que l'État, par moment, prend des décisions qui ne sont pas justes. Parce qu'effectivement, l'histoire du péage, alors que la vie est chère, les prix montent, etc., ça semble parfois, ça peut être discuté et c'est discutable. Mais il faut aussi comprendre que ça n'est pas évident pour l'État. C'est pas parce que il faut expliquer les choses aux gens. Ça n'est pas parce que l'État est l'État que tout est possible pour l'État en même temps. Il y a des choses qui ne sont pas aujourd'hui possibles, qui peuvent l'être demain. C'est ça l'État. L'État, c'est ça. L'État, ce sont des aléas. Oui, mais on pensait quand même qu'il allait donner un signal fort par rapport quand même à la cherté de la vie, du moins en disant non, à partir de maintenant, le prix du carburant a entre-temps augmenté, on ramène ça, puisque c'est 75 francs. Hein. Vous avez vu qu'il y a des mesures qui ont été prises. Je puis vous assurer que ça n'est pas terminé. Attendez de voir. Il y a d'autres mesures qui vont arriver. C'est une annonce? Je vous dis que le gouvernement et le président de la République sont résolument dans un cœur social. Leur volonté, elle est indiscutable là-dessus. Parce que le président de la République s'est fixé un objectif obsessionnel. C'est de faire sortir ce pays de la situation délicate, socialement délicate, économiquement délicate, dans laquelle le pays s'est trouvé. Vous comprenez? Et moi, je ne doute pas qu'ils réussissent, parce que la volonté, elle est là. C'est vrai que ça n'est pas facile. C'est vrai que les choses sont compliquées. C'est vrai que la crise du coronavirus est venue compliquer les choses. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la finalité, c'est le but. Il va l'atteindre. Et il va l'atteindre vivement. Les frères musulmans diront Inch'Allah. Alors, le civisme semble quitter le citoyen lambda. C'est pour ça que la notion de grand citoyen d'État a été imaginée. Le civisme, c'est le cœur même de la nation. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui fait pipi dans la rue, vous pensez que c'est respecter le territoire national? C'est respecter l'âme du pays? C'est un exemple que je donne comme ça, n'est-ce pas? Si vous avez envie de faire pipi, vous vous cachez pour le faire. C'est plus facile pour les hommes, bien entendu, parce qu'ils sont constitués autrement. C'est plus compliqué pour les femmes aussi. Mais c'est un exemple que je donne. Le civisme, c'est capital. Parce que quand vous avez ce sens-là, si tout le monde avait ce sens prononcé, les choses iraient mieux. Parce que vous aurez des mots que vous ne pouvez pas prononcer. Vous aurez des actions que vous ne pouvez pas faire en l'endroit, désolé, de l'État, de la collectivité. Voilà. Mais l'auditeur est revenu aussi sur le suivisme, suivi du décret pris par le gouvernement en matière de mise en application. On en avait parlé. Là-dessus, je ne me fais pas encore une fois, je ne me fais pas, pour prendre un terme de jeune, je ne me fais pas de bile. Vous ne faites pas de bile. Voilà. Et Houphouët-Boigny, lui, il a fait construire quand même des logements sociaux dans presque tous les quartiers à Abidjan, a dit l'auditeur, puisque je n'ai pas vécu à Abidjan, je ne saurais quand même confirmer cela. Mais Houphouët-Boigny est mort. Le président de la République est vivant et il va y arriver. Il va y arriver. Et nous sommes à la fin de l'émission, mais quand même, M. Komlanvi a dit, la balle est aujourd'hui dans le camp des députés. Il faudrait qu'eux aussi jouent leur partition en ajoutant d'autres trucs au test. Par exemple, il disait le montant du loyer. Il faudrait que les députés y travaillent, ainsi que le prix des parcelles. Absolument. Je voudrais tirer un coup de chapeau au député Guéry Tama, que j'aime beaucoup. Guéry Tama que j'ai découvert ces temps-ci par des prises de position que je trouve courageuses et humaines. Alors, grand citoyen d'État, nous sommes à la fin de l'émission. Votre conclusion? Alors, je voulais dire ceci. La grandeur des actions humaines se mesure à l'inspiration qui les fait naître. La grandeur des actions humaines se mesure à l'inspiration qui les fait naître. Quand vous avez une bonne inspiration et que vous entamez quoi que ce soit, elle ne peut que réussir, quelle que puisse être la durée. C'est pour ça que je dis aux gens d'avoir de l'espoir, d'avoir des rêves. Un homme qui ne rêve plus, c'est la mort. Vous comprenez? La seule certitude que tout homme puisse avoir, c'est celle de la mort. Et la seule certitude, c'est l'espoir qui fait vivre. Soyons unis, croyons en nos capacités, croyons en ce pays, nous allons surprendre le monde. Merci, grand citoyen d'État, Sir Adoma Yacob. C'est fini pour ce premier numéro. Coucou les Parisiens, merci pour l'accompagnement technique. Moi, je suis Joachim Guetti. Madame, messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. C'est bien branché sur la 96.3. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous.